Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrator pour cette review numéro 51 qui va être le passage en vue de cette figurine, à savoir le Seiya de Pégase EX version 3 ou ce que l'on devrait appeler normalement Final Bronze Cloth. Figurine que j'ai achetée dans l'excellente boutique obigenki.com, obi-genki.com, donc comme d'habitude je vous mettrai le lien dans la description. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, eh bien, la figurine est toujours disponible dans la boutique. Maintenant, si jamais au moment où vous désirez la commander, eh bien, elle ne l'est plus, vous avez toujours la possibilité de laisser votre email pour être prévenu si jamais il y a un restock. Sinon, il faudra vous retourner vers le circuit classique avec les boutiques européennes. Alors c'est une review que j'aborde avec énormément d'enthousiasme pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que c'est une figurine qui a été énormément teasée à partir d'un proto qui, il faut bien le dire, envoyait du lourd. Donc j'ai forcément envie de vérifier que dans les faits, la figurine est à la hauteur du proto. Deuxième raison, c'est que depuis l'annonce de cette figurine, eh bien, est né en moi un espoir, qui est celui que Bandai va continuer à développer la gamme des Midcloth EX pour encore de nombreuses années. Espoir qui a eu tendance à s'éteindre chez de nombreux collectionneurs ces derniers mois pour la raison évidente qu'on avait un flot continu de revival et autres ricolos, ce qui fait que y a une rumeur qui est née comme quoi Bandai était en pleine renégociation des droits sur Saint Seiya et qu'il n'y avait pas de certitude que Bandai garde les droits. Donc chez certains collectionneurs on a commencé à douter et à se dire oh là, est-ce que Bandai va pas devoir arrêter de développer des Midcloth parce que plus de droits, donc forcément plus la possibilité de développer sur la gamme. Maintenant, moi personnellement, je n'ai jamais cru à ça pour deux raisons. Première raison, c'est que on n'a jamais été capable de me donner les sources de cette rumeur, donc forcément, moi quand j'ai pas les sources, je suis d'un naturel plutôt suspicieux. Et surtout, deuxième raison, eh bien c'est elle, c'est cette figurine. Pour moi, je ne comprenais pas pourquoi Bandai allait se lancer sur l'arc Hades avec cette figurine, s'il n'avait pas la perspective de développer les 4 autres figurines qui composent cet arc. Donc à partir de là, eh bien, je n'y ai jamais cru. Et puis, eh bien, ces derniers temps, nous avons eu l'annonce comme quoi Bandai allait sortir de nouvelles figurines. Donc le Capella, donc qui va continuer la gamme des Silver, et puis a été teasé dernièrement le prochain God Warrior qui devrait sortir, qui sera le Albéric de Maigresse. Bon, tout ça pour dire que cette figurine, eh bien, je l'aborde avec énormément d'enthousiasme, et donc je vais essayer, bien entendu, de vous faire partager cet enthousiasme, en espérant que nos espoirs ne soient pas douchés à l'issue de cette chronique. Alors, pour chroniquer cette figurine, eh bien, j'ai énormément de matériel, ce qui fait que je vais absolument devoir me contenir, sinon, eh bien, je vais avoir une vidéo qui va faire 2 heures, donc je pense pas que ce soit vraiment digeste pour vous, et puis même d'ailleurs pour moi, ça sera aussi compliqué à mener. Donc je vais devoir rabaisser un peu mes ambitions. Il y a énormément de comparatifs à faire. Il y en a un premier à faire, c'est celui que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire la version classique face à la version EX. Ensuite, il y a un deuxième comparatif qui mériterait d'être fait, c'est celui avec la version 2 de cette armure, c'est-à-dire celle que l'on voit dans le chapitre Asgard et le chapitre Poséidon. Et puis il y a un troisième comparatif qui devra être fait avec la figurine de marque alternative qui est sortie il y a quelques années. Donc je vais devoir absolument opérer des choix. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'est d'axer d'abord le comparatif sur le packaging avec la version classique, et également pour ce qui est des contenus, donc des blisters avec la version classique. Ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, je vais comparer les visages, et pour cela, eh bien, je vais faire appel à toutes les versions officielles de ce Seiya et non officielles, que je vous comparerai aux visages que l'on a dans cette boîte. Je vous parlerai également à ce moment-là de l'éventuelle compatibilité de ces visages avec les autres versions du personnage. Et puis dans un troisième temps, eh bien, on aura le comparatif bilan que j'axerai à la fois donc, sur cette figurine une fois montée, mais également sur la version Great Toys pour voir quelles sont les différences avec cette version officielle Bandai. Alors on va commencer comme d'habitude par les packaging, et pour cela, eh bien, la comparaison va se faire avec la figurine classique qui est sortie en 2005. Vous pouvez trouver cette figurine sur le marché de l'occasion assez facilement
pour une quarantaine, cinquantaine d'euros. Là où cette figurine EX, eh bien, alors elle n'est pas encore disponible à l'achat sur le circuit européen. Si vous la précommandez encore maintenant, eh bien, vous la toucherez aux alentours de 90-100 euros. C'est à ce tarif également qu'elle apparaît en import sur le site Hobby Genki. Donc il y a une différence forcément de tarif, mais bien entendu, vous n'avez pas les mêmes contenus et vous n'avez pas bien sûr le même rendu, mais ça, on en parlera davantage dans la partie bilan. Alors, je vais d'abord me focaliser sur la boîte de la classique, et puis ensuite, eh bien, je regarderai davantage la boîte EX. Vous aviez à l'époque donc les illustrations de l'animé, tout simplement parce que Bandai avait les droits d'exploitation des images de l'animé, donc c'est pour cela que vous avez ici une magnifique illustration d'Araki Shingo, à droite du personnage. On sait que depuis, eh bien, ces illustrations ont fait place à la représentation de la constellation qui est liée au personnage, donc c'est pour cela ici que vous avez le Pégase. Ensuite, sur ces boîtes classiques, eh bien, vous savez que vous pouviez les ouvrir en deux comme ça, en papillon, pour laisser apparaître le contenu, ce qui vous donnait un avant-goût de ce que vous alliez acheter, donc ça c'était plutôt cool. Ensuite, vous aviez eh bien, la Pandora Box, donc vous voyez qu'on a la symbolique de ce que l'on a sur les Pandora, notamment ici le Pégase. Vous aviez une couleur qui était un peu gris bleuté. Personnellement, moi j'étais pas trop fan, je préfère davantage qu'ils ont sorti après avec les V1, avec un gris plutôt qu'un gris un peu comme ça bleuté. Bon, après c'est une affaire de goût. Et puis vous aviez donc à l'arrière eh bien, les différentes configurations. Remarquez qu'à l'époque, eh bien, Bandai faisait preuve de pas mal d'imagination avec par exemple des petits dios, c'est notamment le cas ici, vous voyez. Le personnage donc est assis sur une pierre. Maintenant, ça a vraiment disparu, on a des trucs plus génériques. Je pense que Bandai faisait preuve de plus d'imagination aussi avant, parce que la variété des visages, eh bien, n'était pas là. Vous voyez qu'ici, il n'y a qu'un seul visage qui est représenté, donc ce qui veut dire que pour montrer un peu de variété dans les poses, eh bien, il fallait avoir différentes mises en situation, donc c'est pour cela que vous avez ici donc le personnage en position neutre, ici en attaque, et ici donc avec le casque à la main, et assis sur une pierre qui a été ajoutée, donc un décor qui n'est pas bien sûr dans la boîte. Donc voilà pourquoi, à mon avis, Bandai peut-être faisait plus d'efforts avant, puisque maintenant, eh bien, ils n'ont pas trop à se casser les pieds, tout simplement parce que le personnage en lui-même est varié du fait de ses visages. Alors, on arrive sur la boîte qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, à savoir donc celle de ce Seiya V3, alors V3 ou Final Bronze Cloth, la mention est indiquée ici, elle est indiquée également en japonais ici, donc là on a le nom de la figurine, donc Seiya, pas New Bronze Cloth, pardon, mais Final Bronze Cloth, puisque la New Bronze Cloth c'est la V2. Vous avez ensuite eh bien, les mentions habituelles, le logo Bandai, Tamashii Nation et Tamashii Quality ici. Vous avez le sticker Toei qui est en version japonaise, tout simplement parce que vous avez ici une figurine d'import. Ensuite, eh bien, vous avez le personnage en position neutre, comme d'habitude, avec à sa droite donc la représentation de sa constellation. Le nom de la figurine, Pegasus, alors on devine Seiya, maintenant eh bien c'est comme d'habitude, vous voyez que c'est le stagiaire Photoshop qui est toujours en charge de la mise en page sur les boîtes des figurines Bandai, et ça c'est malheureux, surtout que là bon c'est quand même le personnage principal, donc il aurait fallu trouver une astuce pour vraiment qu'on puisse voir son nom, ce que je ne comprends pas, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai voulu utiliser la boîte de la classique comme comparatif, c'est que avant nous n'avions pas ce problème. Nous n'avions pas ce problème parce que le nom du personnage, vous voyez, était excentré. Nous avions ici la partie écriture, et puis donc sur le bas aussi, bien entendu, mais sur le bas on s'en fout, puisque c'est surtout le haut de la figurine qui nous intéresse. Donc ce qui veut dire que ici, eh bien, vous n'aviez pas d'écriture qui était cachée par le personnage. Donc peut-être que ça serait intelligent de revenir à une solution qui soit parente de celle-ci, plutôt que de continuer à nous faire cette aberration qui consiste à cacher le nom du personnage sur sa face avant. Donc pour moi ça c'est pas vraiment compréhensible. Donc j'espère que Bandai, s'il me regarde, m'entendra, essayer de revenir à une solution un peu plus logique. Voilà, c'est ici, hein, je vous le montre bien. Bon, sinon, en dehors de ça, mais ça on commence maintenant à y être coutumier, vous avez aussi, alors,
ça, c'est une sorte de devise que l'on a sur chaque boîte, devise qui est propre à chaque personnage. Alors ici, je me suis amusé à la traduire. On nous dit simplement qu'il s'agit du météore de l'espoir. On nous dit également que le personnage doit s'éveiller au 8e sens pour pénétrer dans le monde souterrain. Donc voilà ce qui est dit dans ces deux phrases. En tout cas, c'est comme ça que me le traduit le traducteur. Voilà donc pour ce qui est de cette face avant. Donc au niveau des coloris, je dirais qu'on est dans les mêmes codes de couleurs que ce que l'on a eu déjà sur le ADSIX que j'ai chroniqué également sur la chaîne. Donc vous avez des coloris qui s'apparentent au monde des enfers, donc vous avez typiquement des couleurs sombres, des gris, des noirs, et vous avez également des rouges qui bien sûr symbolisent les flammes. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être sorti d'une grande école pour déduire ça. Ensuite, sur ce qui est des autres côtés, alors vous avez la représentation de l'objet, donc il est ce qu'il doit être, hein, ce qui pourrait être intéressant. Alors je ne le ferai pas, mais je pense que mes collègues de toute façon le feront. Ça serait de le comparer avec celui de la version classique pour voir lequel est le plus fidèle. Donc voilà, le porte-armure. Ensuite, vous avez sur cette tranche eh bien, la préparation du Pegasus Ryuseiken donc par Seiya. Alors ce qui est intelligent, ce qu'a fait Bandai, c'est que cette préparation eh bien, trouve la suite dans le verso. Vous voyez que c'est la continuation de l'attaque de Seiya. Préparation, continuation. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien vu. Ils auraient pu très bien ne pas chercher à faire une continuation et puis faire différents visuels. Ils ont fait cet effort, donc personnellement, je le souligne. Maintenant, en dehors de ça, eh bien, je suis pas super fan des coloris qui sont adoptés. Bon, je comprends bien entendu que l'idée c'est de faire le Cosmo de Seiya, qui est lumineux bleuté, on va dire. Donc c'est ce qu'ils ont reproduit avec ce visuel. Ouais, moi je suis pas super fan. Bon, maintenant c'est une question de goût. En dehors de ça, eh bien vous retrouvez ce que l'on a d'habitude, donc ce que je soulignais tout à l'heure, à savoir la variété des visages donc qui apparaît ici. Donc ça on les verra dans le détail après avec la découverte des blisters. Vous avez ici cette position qui est celle que l'on voit pour Seiya lorsqu'il franchit le mur des lamentations, donc dans cet espace dimensionnel qu'il y a entre Elysion et donc le Inferno. Donc à ce moment-là, eh bien, les ailes du Pégase se déploient et donc on retrouve Seiya dans cette posture. Donc c'est plutôt bien de la part de Bandai d'avoir pensé à ça. Hein. Ceci montre quand même hein, qu'ils ont que les gens qui sont en charge de ces mid-clos ont quand même une bonne connaissance de la série. Et donc ça c'est quand même appréciable et en général ça se vérifie sur les boîtes. Vous avez ensuite eh bien, la mention de ce bonus. Là aussi c'est vraiment appréciable que Bandai continue de nous le fournir. Donc il était déjà fourni sur la figurine classique comme vous pouvez le voir ici. Donc Bandai a pensé à continuer à le fournir. Bon, ça paraît idiot de dire ça, mais croyez-moi, on est maintenant habitué avec Bandai à des retraits de choses que l'on estime normalement indispensables. Donc ce qui fait que de voir cette petite statue, eh bien, moi personnellement, est un soulagement. Ensuite, vous avez donc le personnage ici en position neutre et qui tient donc la petite statuette en question. Et la représentation du porte-armure, donc en bas à droite. Bon, vous avez aussi les fameuses mentions de sécurité. Il s'agit d'une figurine de collection, donc qui ne doit pas être manipulée par des enfants de moins de 15 ans. Mais bon, ça, vous le savez. Donc voilà pour ce qui est de ce verso. Donc personnellement, je le trouve bien. Maintenant, je le trouve pas excellent, pour la raison que je vous ai évoquée, à savoir la couleur qui, personnellement, me laisse un peu de marbre. Bon, maintenant, ça reste une boîte qui est dans l'ensemble plutôt réussie. Vous avez en dessous donc la mention légale avec là aussi Seiya en train de dessiner donc les étoiles de sa constellation. Bon, ça, si vous connaissez la série, vous le savez. Et puis donc les mentions légales ici. Au-dessus, ah oui, au-dessus, j'ai oublié de vous le dire. Vous avez donc, là aussi, plutôt bien vu, vous avez donc l'hôtel d'Athéna, et là vous savez normalement à quoi ça fait référence, c'est-à-dire le moment où Shion utilise le résidu du sang d'Athéna pour transformer les closses des bronzes, donc c'est-à-dire les New Bronze Closses, pour les transformer en Final Bronze Closses. Donc là, bien sûr, c'est un énorme clin d'œil à ce passage.
Bon, là aussi, bravo Bandai d'y penser. On a eu aussi des boîtes où ils ont fait zéro effort. Là, on a quand même une continuité sur cette boîte, hein. Vraiment faire penser au chapitre Hades, faire penser à ce moment où on a la découverte de ces nouvelles cloths, et puis être raccord aussi avec l'action, donc ici, qui se continue donc sur le verso. Donc voilà. Globalement, donc pour ce packaging, eh ben, c'est plutôt bien, pas excellent, mais plutôt bien, et à la hauteur de ce que nous fait Bandai quand ils nous font des belles boîtes. Donc voilà pour ce qui est de ces packaging. On va passer maintenant à ce qui est le plus important, c'est-à-dire la découverte des blisters. Allez, on s'attaque en contenu avec d'abord la figurine classique et une notice d'ancienne génération qui faisait bien entendu apparaître le schéma de montage, mais également en fin de fascicule. Ces deux choses-là, d'abord ce que l'on retrouve plus ou moins sur les cartes bonus que l'on nous donne maintenant dans les versions EX Revival, c'est-à-dire une sorte de fiche où apparaissent la correspondance entre les pièces du porte-armure et ce que ça donne une fois le personnage monté, et aussi une sorte de fiche signalétique sur le personnage, donc vous y retrouvez notamment son poids, sa taille, sa date de naissance. Et enfin, vous aviez donc un historique de toutes les figurines qui étaient sorties au moment où celle-ci était disponible. Donc vous voyez que même si ce Seiya ne fait pas partie des toutes premières, en tout cas il fait partie des plus anciennes, puisque il n'y avait que 12 figurines qui étaient sorties avant lui, parmi lesquelles eh bien, ces 5 bronzes V2, qui sont vraiment les toutes premières, et d'ailleurs on le voit vraiment parce que leurs visages sont quand même particulièrement loupés. Également, seulement 6 chevaliers d'or étaient sortis, et là aussi ce sont ceux qui ont les visages les moins aboutis. D'ailleurs, pour 4 d'entre eux, eh bien, il y a eu par la suite un appendix qui est venu rectifier le tir. Malheureusement, ces deux-là n'en ont pas bénéficié, et pourtant ils en auraient eu bien besoin également. On avait aussi un seul juge des enfers, Adamantis, qui était sorti. Vous remarquez également les tarifs, hein. Vous voyez par exemple ici 5000 yens pour la balance, quand on sait que maintenant eh bien, on est plutôt dans les 10 000 yens pour les figurines qui sortent. On voit bien entendu l'inflation. Donc ça c'était pour l'historique. Ensuite, pour ce qui est des contenus, eh bien, vous avez un premier blister qui est celui qui fait apparaître le personnage. Dans ce blister, eh bien, vous voyez que le personnage est prééquipé de mains armure, donc il n'y avait pas à l'époque de mains civiles sur les personnages, c'est quelque chose que je vous avais déjà montré sur la première version du Jabu, hein, que vous pouvez retrouver également sur la chaîne. On a assez peu de variété au niveau des mains, hein, puisque si on compte cette paire de mains là, eh bien, on a au total 3 paires de mains. Et en plus, ce sont des mains qui sont quand même très proches, hein, vous voyez, ce sont des mains semi-ouvertes, hein, qui peuvent soit tenir un objet, soit éventuellement, pour dessiner les étoiles de la constellation de Pégase, hein, quand Seiya fait un peu sa danse. Maintenant, ça reste quand même pas super fidèle, hein, je trouve. Donc voilà pour ce qui est des mains. Ensuite, je ne vais pas vous détailler les pièces d'armure, si ce n'est que cette pièce du bas de la jambe eh bien, est en 2 parties, et ces 2 parties sont en métal. Donc il s'agira de voir si sur la IX c'est aussi en 2 parties, et si c'est aussi en métal. Ensuite, plus énigmatique, c'est les 3 casques là. Énigmatique pour ceux qui n'ont pas suivi un peu l'histoire. L'histoire c'est que, eh bien, comme je l'ai montré, les figurines ici, donc ces 5 bronzes là, plus le Sagittaire, font partie des premières à être sorties, et ce qui veut dire que leurs visages sont particulièrement loupés. Et donc Bandai avait décidé de donner la possibilité aux collectionneurs qui le désiraient de customiser leurs anciennes figurines avec les nouvelles têtes des figurines qui sont un peu plus abouties. Donc ce qui veut dire que pour ce Seiya, eh bien, il y avait la volonté pour Bandai d'offrir la possibilité de customiser la version 2, donc la toute première qui est sortie donc en mid-cloth, avec ce casque-là, et donc en association avec la tête là, et aussi avec la mèche qui fournit ici dans ce blister là. Et puis aussi de permettre à ceux qui voulaient faire un Seiya du Sagittaire, qui était déjà possible d'ailleurs avec la version originale qui était sortie bien avant, mais encore une fois la tête qui était fournie était dégueulasse, donc là au moins vous aviez la possibilité d'avoir une tête qui était quand même plus jolie, et puis surtout un casque du Sagittaire qui lui était fidèle à la version animée. Vous voyez qu'on n'a pas les arabesques que Bandai s'obstine à nous mettre à chaque nouvelle version du Sagittaire qui nous sortent. Donc là au moins ça permettait aussi de gagner en fidélité. Donc voilà pour ce qui est de ce premier blister. Ensuite, deuxième blister pour cette figurine classique, eh bien, laisse apparaître les pièces du porte-armure, les ailes de Seiya, le plastron, qui est déjà prééquipé des épaulières. Vous avez aussi là les ailes atrophiées de Seiya, et puis les 2 mèches que j'évoquais tout à l'heure, qui permettent de mettre soit
le diadème du V3, soit le diadème du V2, en fonction de votre but. Vous avez aussi, dernière chose, c'est la petite statuette d'Athéna. Donc vous voyez que celle-ci est un peu argentée, et même d'ailleurs très argentée. Et là, on va pouvoir voir une différence avec la version iX. Alors, justement, on va parler de la version iX. Allez, on s'intéresse à la version iX. Donc maintenant, la notice, que je vais vous montrer simplement comme ça, puisque je suis un peu fétichiste de mes notices, donc je ne vais pas l'ouvrir, mais j'ai aucun doute sur le fait que mes camarades youtubeurs vous la montreront dans le détail. Je vais simplement dénoter le fait que ça reprend exactement les mêmes codes de couleurs que j'ai pointé tout à l'heure sur la boîte, donc je ne vais pas en faire des tonnes. Ensuite, donc, le plus important, les blisters, avec blister principal, qui laisse apparaître donc le personnage, donc personnage qui a déjà, on peut le voir, un très joli visage. Maintenant, est-il fidèle? Eh bien, on répondra à la question tout à l'heure. Ensuite, eh bien, sur ce personnage, vous voyez qu'il est prééquipé lui aussi de mains qui sont armures, hein, qui ne sont pas des mains civiles. Donc eh bien là on a un retour en arrière, hein, on revient aux premières versions des Needclose Bandai. C'est quelque chose que je déplorais déjà lors du passage en revue du Hades iX. Donc vous voyez que là, eh bien, Bandai continue sur ce trend, donc à mon avis on est parti là-dessus pour le reste des figurines de la gamme. On a également, et là aussi je le déplorais pour la version du Hades iX, seulement 2 protège-mains, vous voyez. Donc là encore une fois, Bandai ne pense pas que les collectionneurs peuvent très bien perdre des petites pièces comme ça, ou surtout ne pense pas que la peinture qu'ils utilisent maintenant sur leur figurine est tellement fragile que sur des parties plastiques comme ça, eh bien ça se décolore très vite, ce qui fait qu'avoir un jeu supplémentaire pour pouvoir remplacer, pouvoir pallier ces défauts de peinture, eh bien c'était quand même pas du luxe. Bon, maintenant Bandai a décidé de faire des économies de 0,0001 centime, donc voilà, les choses sont ainsi. Au niveau du bas de la jambe, eh bien, vous voyez que c'est bien en 2 parties, puisque ici vous voyez que c'est un peu désolidarisé. Et là, comme ça, il n'y a même pas besoin de retirer le blister. Je peux quasiment être sûr que le bas de la jambe doit être en plastique, et le haut, lui, doit être en métal. Pour ça, on le vérifiera juste après avoir retiré les couvercles. Le reste des pièces d'armure, donc vous avez ici les avant-bras qui sont dissymétriques, hein, les cuissardes, les genouillères, vous avez donc les épaulières ici, un seul casque, donc là il n'est plus question de custom. Alors le seul custom que vous pourrez faire éventuellement, c'est d'utiliser les visages supplémentaires de cette figurine là, peut-être avec vos autres Seiya. Maintenant, est-ce que c'est compatible? Et bien là pour l'instant je ne peux pas vous le dire, donc on le verra ensuite lors du passage en revue des visages. Vous avez la petite statuette d'Athéna, et vous voyez que ce que je disais tout à l'heure, le choix de coloris n'est pas le même, donc ici on a un doré, donc la question est qui a raison? Est-ce que c'est la classique ou est-ce que c'est l'IX? Eh bien réponse ici en image. Voilà, vous voyez que Bandai a rectifié une petite erreur qu'ils avaient commise en mettant donc cette Athéna en doré. Donc voilà pour ce qui est de ce premier blister. Le blister suivant est un blister très intéressant puisque c'est celui qui va faire apparaître les paires de mains et les visages. En plus de ça, eh bien, vous avez le plastron et la jupe, les ailes de Pégase que vous mettrez sur la figurine seulement si vous voulez reproduire le passage vers Elysion. Vous avez donc 4 visages plus le visage qui est sur la figurine, donc 5 visages au total. Moi je dis pas mal Bandai, il y a du progrès. De même, au niveau des paires de mains, vous avez quand même 5 paires de mains, 4 ici, plus les 2 qui sont sur la figurine, 5 paires de mains totales. Quand on sait que sur le Hades iX, il n'y en avait que 3, donc là, il y a du mieux, bravo, il faut continuer comme ça. Au niveau des paires de mains et des visages, eh bien, je vous les montrerai de façon plus détaillée juste après avoir ouvert les couvercles. Comme ça, là, je vous les passe juste en revue pour vous montrer les contenus. Voilà pour ce blister, et enfin donc le dernier blister est celui qui fait apparaître les pièces du porte-armure. Donc vous voyez qu'il y a un socle hein, pour faire le cheval cabré. Et puis ensuite, eh bien, il y a bien entendu ce qui vient permettre de faire le Pégase. Voilà pour ce blister, et donc je vais retirer les couvercles et vous montrer les pièces dans le détail. Allez, découverte ensemble de la figurine avec les couvercles des blisters enlevés, ce qui nous permettra de mieux juger de la qualité de celle-ci. Alors pour l'instant, eh bien, je dois dire que je ne suis absolument pas déçu de la qualité de ce que j'ai sous les yeux, hein. C'est vraiment très très joli, très sympa. Bon, maintenant on verra ce que ça donne une fois monté, mais pour l'instant, l'a priori, eh bien, l'a priori positif se confirme. Du reste, ce n'est pas sans agacement. Alors 2 agacements, le premier eh bien c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir les 2 protège-mains, donc seulement 2. Mais le deuxième agacement, eh bien c'est sur les visages. Alors justement, on va en parler. Donc vous avez ce premier visage qui est très joli, qui est le visage neutre.
Ensuite, eh bien, vous avez exactement le même, sauf que vous avez un petit rictus donc du côté gauche. Ensuite, un visage dents serrées, un visage aux yeux donc qui regarde vers la gauche avec bouche ouverte, et puis le même, cette fois-ci avec regard fixe vers le devant. Et là, eh bien, deuxième agacement, et je pense que ce sera aussi le vôtre, c'est qu'il n'y a pas de visage aux yeux fermés. Alors ça, c'est quand même fort dommage pour deux raisons. Première raison, eh bien, c'est qu'il y a quand même 5 visages au total. Donc on aurait quand même espéré que dans les 5, eh bien, Bandai décide de nous en mettre quand même un aux yeux fermés, sachant que il y en a quand même 2 qui se ressemblent énormément, donc on aurait pu enchanter un des deux pour le remplacer par les yeux fermés, et bien non. Maintenant, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, hein. Quand on pense à Seiya, on pense surtout à un personnage typé action, donc on a envie de mettre des visages typés action dessus, mais il y a aussi des collectionneurs qui aiment bien faire des positions statiques, et donc bien des visages comme ça, neutres, en tout cas pas action, et bien ça aurait été pas mal, surtout aux yeux fermés, ça permet de faire quand même tout un panel de poses un peu solennelles qu'on ne peut pas faire sans, donc c'est un peu dommage de ne pas l'avoir. Et deuxième raison pour laquelle c'est presque impardonnable, c'est que ce visage-là était fourni dans la version 2 de cette figurine. Donc dans la New Bronze Cloth, il apparaissait ce visage fermé, et pourtant il y avait moins de visages dans cette boîte-là. Donc pourquoi nous le mettre dans la version 2 et pas dans la version 3 ? Pour moi, c'est pas compréhensible. Maintenant, j'ai envie de dire que au départ, mon intention, c'était de customiser mes autres versions de Seiya avec ces visages-là, si tant est qu'ils soient compatibles. Ce qui veut dire que si jamais ça marche dans un sens, eh bien, j'ai envie de dire que ça devrait marcher également dans l'autre. Donc, si jamais vous possédez la version 2 de cette figurine-là, eh bien peut-être que vous pourriez récupérer éventuellement son visage aux yeux fermés pour équiper votre Seiya V3, donc parce que le visage aux yeux fermés de la figurine était quand même pas mal réussi. Donc au moins ça vous permettra de faire des positions que vous avez envie de faire avec cette figurine-là. Donc voilà pour ce qui est de cette découverte des blisters. Maintenant, juste avant de passer au visage dans le détail, j'ai envie de vérifier deux choses. Première chose, eh bien, je voulais vérifier que ces épaulières sont bien en métal, et effectivement, elles le sont. Oui, elles sont en métal. Alors je voulais le vérifier parce que comme ça, d'aspect, eh bien, c'était tellement brillant que je m'étais posé la question, est-ce que c'est pas du plastique? Je devais vérifier également pour le bas de la jambe, vous vous souvenez, je vous avais dit que peut-être que c'était cette fois-ci en deux matériaux différents, et effectivement, eh bien, ça l'est. Vous voyez qu'on voit quand même pas mal la différence d'aspect entre le bas de la jambe qui est en plastique et le haut qui est en métal. Bon, ça, malheureusement, il faudra s'en accommoder, mais bon, on commence à être habitué, puisque c'était déjà le cas sur le Sagittaire. Bon, c'est un peu dommage que Bandai, ici, n'ait pas décidé de reproduire ce qu'ils avaient fait sur la version classique, à savoir deux bouts de bas de jambe en métal. Bon, voilà, il faudra s'en accommoder. Donc voilà pour ce qui est de la découverte de ces blisters. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, on va regarder les visages dans le détail, et puis surtout on va répondre à la question la plus importante, ces visages sont-ils compatibles avec les autres versions de Seiya? A tout de suite. Allez, on attaque les visages avec d'abord le test de conformité par rapport au design d'origine, qui comme d'habitude m'est fourni par le camarade Dave Kay. Alors c'est pas totalement ce qu'il m'a fourni, en fait j'ai dû opérer une symétrie axiale pour avoir la chevelure dans le même sens, donc là au moins ça permettra de mieux juger de la conformité. Alors si on regarde cette tête, en fait, hein, c'est plus que le visage, hein, c'est carrément le combo avec la chevelure et le casque, et eh bien on a vraiment une belle tête, donc il y a ici la volonté de Bandai de faire une belle figurine. Maintenant, est-elle conforme? Eh bien, si d'abord on en juge par la chevelure, vous voyez que le sculpte de la chevelure à l'arrière, eh bien, respecte bien le mouvement du design de départ. Maintenant, c'est un peu trop fourni en mèches. De même, les mèches à l'avant sont en plus grand nombre que le design d'origine. Donc vous voyez que c'est exactement ce que je disais il y a une minute. Ici, Bandai a mis un peu la fidélité de côté avec la volonté vraiment de faire une figurine qui soit esthétique. Cette esthétique, eh bien, vous la retrouvez également dans la bouche. Alors, au niveau de la fidélité du visage, le visage en fait est fidèle, et très fidèle à partir du bas du nez jusqu'en haut de la figurine. C'est-à-dire que le nez est conforme, les yeux sont plutôt conformes, alors ils sont peut-être un tout petit peu trop rapprochés, mais la forme des yeux est la bonne, la taille des iris est bonne. Alors les sourcils sont également bien conformes, même s'ils ne sont pas super visibles du fait qu'ils sont cachés par les mèches de la chevelure. Donc toute la partie haute du visage, il n'y a rien à en dire. Maintenant c'est sur la partie basse que ça pêche, notamment dû à la forme du visage, vous voyez, qui est un peu trop rond par rapport donc au design d'origine. Vous voyez que le format, le bas du visage pardon, est un peu plus ovaloïde.
Et vous avez aussi une bouche qui est trop marquée, il y a trop de finesse en fait sur cette bouche. Vous voyez qu'on a notamment des lèvres, la lèvre supérieure qui est très très marquée, qui prend même un petit peu le pas sur la lèvre inférieure. Et surtout on a cette partie de la lèvre que l'on appelle l'arc de Cupidon qui apparaît sur cette figurine. Alors que bien entendu sur le design d'origine, eh ben, il n'y aura pas ça. Donc en fait, ce trop de finesse sur la figurine fait perdre un petit peu ce côté bourru de Seiya. Donc c'est là où on perd un peu en fidélité en fait. Donc pour supprimer ce côté-là, eh bien moi je préfère ce visage-là, qui est donc le visage avec le rictus. Donc en fait, le fait d'avoir le rictus, eh bien, lui rend un peu ce côté un peu espiègle, un peu bagarreur, que l'on a moins avec le visage neutre. Et en plus, on a moins de finesse au niveau de la bouche. Vous voyez que l'arc de Cupidon dont je parlais tout à l'heure est beaucoup moins marqué ici. Donc ce qui fait que moi personnellement, eh bien, je trouve que le personnage regagne en fidélité dès lors que vous utilisez ce visage. Donc moi en tout cas, il a ma préférence et je pense que c'est celui-là que j'utiliserai pour mon expo. Donc ça, c'est pour ce qui est de la fidélité du visage, donc très beau visage, on va dire aux 2/3 fidèle. C'est dommage que la partie basse soit un petit peu trop arrondie. Je vais en profiter également pour vous parler du diadème, tout simplement parce que tout à l'heure on va faire le comparatif avec la version Great Toys et vous verrez que la forme avant du diadème n'est pas la même, donc là je voulais simplement vous montrer que la fidélité est du côté de chez Bandai, l'avant du diadème est bien respecté, on a un côté arrondi ici que l'on n'aura pas sur le Great Toys tout à l'heure. Donc voilà pour ce qui est de ce visage et de la fidélité. Maintenant, on va répondre à la question fondamentale qui est: est-ce que ces visages sont compatibles avec toutes les autres versions de Seiya? Alors, cette photo-là, normalement, doit vous effrayer un peu, puisque vous voyez que le visage de gauche, donc, qui est celui du V3IX, est plus gros que celui de droite, qui est celui du Sagittaire IX, mais rassurez-vous, malgré cette différence de taille, eh bien, les visages sont compatibles. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé ces visages-là, donc ces V3IX, sur les versions courantes de Seiya, et donc vous allez en voir les résultats avec différents comparatifs. Alors, le premier comparatif, ça va porter sur le Sagittaire IX, justement. Alors, j'ai envie de dire que là, il ne va pas y avoir de match, parce que les visages du Sagittaire IX sont tellement plats, tellement sans émotion, vous voyez, notamment ici, on a quasiment pas d'émotion qui transparaissent de ce visage. Même les visages typés action sont totalement plats. Si vous regardez ce visage-là, eh bien, il n'a même pas de nez. Et donc forcément le contraste est énorme avec les visages du V3IX. Alors ce sont les visages du V3IX, mais avec la chevelure du Sagittaire, du Seiya du Sagittaire, et bien entendu le diadème du Seiya du Sagittaire. Et donc là vous voyez le contraste évident entre ces visages-là. Surtout qu'en plus ces visages Bandai du V3, ces visages Bandai V3IX, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, font preuve d'énormément de finesse, donc ils ont énormément de relief, et donc forcément le contraste en est que plus grand avec une figurine qui n'en a absolument pas. Donc voilà pour ce qui est de ce comparatif-là, donc victoire par KO évidemment pour les visages du V3IX. Un autre comparatif intéressant à faire, eh bien, c'est avec les visages du V2 IX Bandai cette fois-ci, donc même principe, chevelure et diadème du V2 IX, mais couplé avec le visage V3. Donc vous voyez, donc ça c'est sur la ligne du haut, et donc sur la ligne du bas, eh bien, vous avez les visages d'origine. Et là, là aussi, le contraste, il est assez criant. Alors certes, on a gagné un peu en fidélité du point de vue de la forme du visage sur le V2 IX, vous voyez qu'on a ce côté un peu ovaloïde, mais on a vraiment un côté très triste du visage, là aussi, avec un manque d'émotion positive que l'on n'a pas du tout sur les visages du V3IX. Donc moi personnellement, je préfère ce côté un petit peu gai du personnage Seiya que le côté triste que l'on a sur ces visages-là. En plus, bon, les visages typés action manquent un petit peu de relief également. Vous voyez qu'au niveau de la bouche notamment, eh bien, il y a un travail ici. Donc, je vais essayer de vous le mettre en gros plan. Il y a un travail ici sur la bouche
qui est nettement inférieur à celui que vous avez sur le visage de la V3iX. Je pense que c'est assez net ici. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire une parenthèse sur les autres visages du V3iX, puisque j'ai parlé énormément du neutre et du souriant, mais vous voyez que sur les visages typés action, eh bien, on a vraiment énormément d'émotions sur ces visages-là. Et donc ça, c'est vraiment dû au fait de la finesse des visages. Donc là, ça fait merveille pour le coup. Donc voilà pour ce qui est de ce comparatif, donc là aussi, victoire plus ou moins par KO. Alors, pas totalement par KO, parce que quand même, il y a un avantage à cette version que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le visage aux yeux fermés, qui lui, pour le coup, eh bien, du fait de la tristesse du personnage, fonctionne bien avec l'aspect grave qu'on essaye d'avoir avec les positions lorsqu'on utilise le visage aux yeux fermés. Donc si vous désirez avoir des poses solennelles, eh bien, vous pourrez très bien récupérer ce visage aux yeux fermés pour customiser votre V3iX. Dernier comparatif qui va être en fait celui qui est le plus serré, tout simplement parce que nous avons des figurines de même nature, à savoir tous les deux des V3iX. Donc le Bandai, alors c'est la totalité Bandai, cette fois-ci il n'y a pas de combo, c'est que du Bandai, aussi bien la chevelure que le visage, donc en haut, et puis en bas, eh bien, la totalité Great Toys. Alors je vais laisser de côté pour l'instant le visage neutre, et je vais parler des autres visages, en disant que pour ces trois visages-là, donc 4 pour Bandai, eh bien, il n'y a absolument pas de match. Tout simplement parce que ces visages Great Toys qui ne sont pas donc le visage neutre, à part le visage criant dont je vais parler après, mais en tout cas ces deux visages-là sont très caricaturaux et donnent un côté un petit peu joufflu au personnage qui personnellement m'a toujours déplu. Donc moi je les ai jamais utilisés ces deux visages-là à cause de ça. Donc bien entendu quand on compare avec les visages du dessus chez Bandai, bon c'est une grosse claque pour Great Toys, là il n'y a pas à dire. Y compris pour le visage criant, vous voyez que le manque de finesse au niveau des traits du visage que j'évoquais tout à l'heure sur le V2iX, eh bien, se retrouve aussi sur le Great Toys, et donc bien entendu le contraste est assez saisissant avec le visage du V3iX Bandai. Maintenant, là où il y a match, c'est sur le visage neutre. Alors il y a match tout simplement parce que le visage neutre Great Toys est un beau visage, et surtout il a l'avantage d'être fidèle au niveau de la forme du visage sur le bas du visage. Maintenant, là où ça pêche sur ce visage, eh bien, c'est à partir du nez. En fait, toute la partie haute du visage a un côté un petit peu trop gentillet, presque féminin en fait. Vous voyez que notamment, il y a un gros travail ici sur les cils qui sont vraiment très touffus, ce que l'on n'a pas sur le personnage d'origine, bien entendu, et que l'on n'a pas non plus sur le Seiya Bandai. Je vais essayer de vous le montrer. Alors, vous voyez qu'on a simplement 3 cils ici qui se battent en duel, donc on n'a pas ce côté un petit peu trop féminin que l'on a sur le V3iX Great Toys. En dehors de ça, eh bien, le visage en lui-même, Great Toys, fait belle figure, on a quand même un personnage qui est assez ressemblant. Maintenant, quand on regarde une fois les chevelures enlevées, eh bien c'est là où on voit vraiment la différence de finesse entre les deux visages, et ça va être le dernier cliché que je vais vous montrer. Donc à gauche vous avez le visage Bandai, et à droite donc c'est le visage Great Toys, et là vous voyez la différence de qualité entre les deux. Donc vous voyez d'abord que eh bien, il y a une partie de front qui est plus large au niveau de la Bandai, donc ce qui explique donc cette rondeur du visage une fois que la figurine est montée. Donc il aurait fallu peut-être un tout petit peu remonter les éléments du visage pour supprimer peut-être ce côté un peu trop rond du visage. Maintenant il y avait sans doute des contraintes techniques dues à la chevelure, donc ils ont fait comme ils ont dû faire, quoi. Sinon, donc, si on regarde les traits du visage, eh bien, vous voyez ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire plus de finesse, largement plus de finesse sur la figurine Bandai. Il n'y a qu'à regarder par exemple les oreilles. Vous voyez le sculpte des oreilles ici par rapport à celui de la figurine Great Toys. Là, il y a zéro détail. Ici, on voit bien les détails de l'oreille. Vous allez avoir ça bien évidemment également sur les autres parties du visage. On a un côté un peu plastique, un petit peu translucide sur le visage Great Toys, et vous avez par contre un visage plus opaque sur le visage Bandai. Donc la bouche est également mieux marquée, donc tous les traits du visage en fait sont nettement mieux marqués sur le visage Bandai.
Donc voilà pour ce qui est de ce comparatif. Donc si je devais un peu conclure sur les visages de ce V3 IX Bandai, je dirais qu'ils sont très très beaux, je dirais même trop beaux pour le personnage d'origine, donc on n'a pas une fidélité totale, donc, ce qui fait que pour l'instant eh bien, je n'ai pas encore le visage perfect de Seiya, mais assurément ce visage IX Bandai V3 est sans doute le meilleur visage IX de Seiya. Donc voilà pour ce qui est de ce comparatif. Maintenant, eh bien, on va se retrouver pour le montage de la figurine. Alors, avant d'aborder le montage, on va regarder le personnage sans armure, et donc vous voyez que sur cette prépose, eh bien, vous avez déjà un premier problème qui apparaît, c'est les fameuses jambes en X, hein. Vous voyez que pourtant le personnage n'a pas encore son armure sur lui, donc forcément moi je vais tout de suite, enfin pas maintenant, mais je vais le faire après, je vais inverser les deux tibias pour régler vraiment le problème. Je vous rappelle que j'ai fait un tuto là-dessus, donc je vous le mettrai en lien ici en haut à droite, si jamais vous ne l'avez pas encore vu. En dehors de ça, eh bien, vous avez une rigidité du corps qui est très bonne sur le dessus de la figurine. Vous voyez que au niveau du plastron, eh bien, c'est très rigide. Il ne coulisse pas vers le haut ou vers le bas, donc faites attention, il n'y a pas de raison de le coulisser puisqu'il n'y a pas de corset pour cette figurine. Donc ne forcez pas. Ensuite, pour ce qui est des articulations des bras, pas de problème, c'est bien rigide, et ce sur tous les points d'articulation, aussi bien sur l'épaule que sur le coude, donc là, rien à dire. Maintenant, vous savez très bien que le problème, c'est surtout au niveau des jambes, que ça se passe au niveau de Bandai. D'abord, au niveau de l'entrejambe, eh bien, le test habituel, et vous voyez que ça tient au niveau de l'entrejambe, mais que c'est un petit peu mou au niveau du genou. Alors, c'est pas non plus extrême, mais il y a quand même une certaine souplesse au niveau du genou. Bon, on a déjà vu pire, donc en termes de rigidité, pour cette jambe-là, ça va, et pour l'autre, eh bien, je dirais même c'est encore mieux. Le genou ne ploie pas, et il n'y a pas non plus de soucis avec l'entrejambe. Donc j'ai envie de dire que pour les jambes, eh bien, on a une rigidité qui est convenable, qui n'est pas extrême, on n'en est pas au point des meilleurs corps Bandai, mais on n'en est pas non plus au point des pires, donc on a une rigidité d'ensemble qui n'est pas mauvaise. Donc voilà ce que je peux vous dire avant d'aborder le montage. Maintenant, c'est ce que je vais faire. On va se le faire en stop motion, et puis moi je vous retrouve juste après pour faire un peu le bilan du montage. Eh bien les enfants, quel plaisir à manipuler cette figurine franchement, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit stop motion en guise de montage, parce que moi personnellement j'y ai pris beaucoup de plaisir, ce qui est même paradoxal, parce que bon, pour quiconque a déjà fait un stop motion, vous savez à quel point c'est fastidieux à faire, mais quand la figurine est aussi bien équilibrée que celle-ci, eh bien ça devient presque enfantin, et donc j'y ai forcément pris beaucoup de plaisir, et surtout je pense que le résultat est là. Au niveau du montage maintenant, eh bien, c'est le cas de le dire, la figurine se monte toute seule, il n'y a rien à dire, il n'y a pas vraiment de point de difficulté. Deux points de vigilance cependant que je vais vous donner, mais sinon en dehors de ça, eh bien, vous n'aurez aucun problème à monter cette figurine. La partie basse de la figurine se monte très facilement, les pièces s'emboîtent au plus près. Vous voyez, vous pouvez juger de la finesse des pièces d'armure ici. Donc si vous connaissez déjà la figurine Great Toys, vous savez que vous n'aurez pas des pièces aussi fines pour la marque alternative, mais bon, ça on en parlera après pour le comparatif. Là, vous pouvez juger à quel point la figurine est fine. On a beaucoup de finesse sur cette figurine. Donc, je l'avais déjà dit tout à l'heure dans la découverte des visages, mais vous pouvez juger à quel point Bandai ici a fait de l'excellent travail. Tout est pensé vraiment pour avoir une figurine la plus fine possible. C'est vraiment la figurine qu'il fallait sortir maintenant, parce que c'est clair que Bandai ces derniers temps nous avait laissé avec un flot continu de Revival et autres recolos qui forcément en laissaient pas beaucoup de marbre, et là avec cette figurine ça sera compliqué de rester de marbre. Franchement, à mon avis, vous allez prendre énormément de plaisir à la manipuler, à la découvrir. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu ça. En fait, personnellement, moi, j'avais pas ressenti ça depuis le AD CX,
sur lequel j'avais été vraiment dithyrambique. Là, vous avez la même chose. Alors, c'est sûr, la figurine est moins impressionnante puisqu'elle est moins fournie en pièces, elle est moins dispendieuse, on va dire, mais elle est bluffante par sa simplicité. Voilà. Vous avez par exemple, vous voyez ici les ailes atrophiées de Pégase qui sont vraiment redessinées pour faire quelque chose de super esthétique et pas juste une pièce de rajout comme on pouvait avoir par exemple sur la classique. On a le souci du détail, vous voyez par exemple ici au niveau de l'épaulière, on a une sorte de retour métallique qui permet de camoufler l'articulation de l'épaulière. Donc là pour le coup, eh bien c'est une innovation de Bandai, c'est vraiment extrêmement bien vu parce que ça ajoute un aspect de finition supplémentaire. Vous avez évidemment ce magnifique visage avec le rendu casqué qui est assez bluffant. Bref, c'est une totale tuerie, voilà, c'est la figurine qu'il faut absolument posséder, donc je ne peux que vous encourager à en faire l'acquisition. Sinon, donc pour les points de vigilance, comme j'ai dit, rien à dire sur la partie basse de la figurine, faites attention toutefois ici à la boucle de ceinture. Donc c'est le système normal Bandai, c'est-à-dire que c'est une boucle de ceinture qui se coulisse, donc qui se soulève et qui vient se glisser à l'intérieur de la ceinture pour fermer celle-ci. Ce n'est pas une pièce que vous devez tirer vers l'arrière pour ensuite l'enficher dans la ceinture. Non, 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 si vous faites ça, vous allez la casser. Donc faites attention à ça. Pour ce qui est du plastron, eh bien, il se monte en plusieurs étapes. D'abord, il faut retirer la partie avant du plastron, donc ce qui va vous permettre d'ouvrir les deux pans avant. Donc c'est le plastron que vous allez mettre vers l'arrière. Ensuite, vous allez remettre les deux pans avant donc en place, et vous avez le col qui est en plastique qui vient s'enficher par le dessus. Donc vous devrez absolument démonter la tête, mettre le col, et ensuite eh bien c'est la pièce avant qui vient solidariser tout ça, et elle solidarise ça très 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 bien. Il n'y a pas de jeu, vraiment c'est au millimètre, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Ensuite, donc deuxième point de vigilance, eh bien c'est sur le diadème que ça se passe. Alors, si vous essayez de le faire comme moi à l'ancienne, eh bien vous allez avoir tendance à vouloir enficher le diadème, faire le chemin en suivant les mèches de la chevelure. Si vous faites ça, eh bien c'est très simple, ça va être la croix et la bannière, et à mon avis vous allez échouer. Alors qu'en fait Bandai a prévu, puisque la petite mèche avant ici, innovation, eh bien se retire. Donc vous retirez la mèche, vous mettez en place le diadème, et ensuite vous venez simplement clipser la mèche vers le devant. Donc ce que je ferai, c'est que je vous mettrai un petit insert à gauche pour vous montrer la manipulation, mais c'est vraiment enfantin, et du coup ben, ça facilite grandement la mise en place de ce diadème. Donc voilà ce que je dois vous dire sur ce montage qui s'est vraiment passé tout seul. Résultat bluffant, figurine à posséder absolument. Donc voilà, petite session de posing, et puis ensuite nous, eh bien, on se retrouve juste après pour le comparatif bilan avec la figurine Glad Toys et aussi à un moindre niveau avec la classique. A tout de suite.
De retour pour ce comparatif bilan, donc face à nous, on a 3 générations de Seiya V3 différentes. On a donc la version la plus ancienne qui est la version Bandai classique, ici, qui était sortie en 2005. Ensuite, nous avons la première version EX de chez Great Toys qui était sortie en 2016. Et donc, ce qui veut dire qu'entre les deux, bien, vous avez déjà 11 ans de différence. Et puis donc aujourd'hui, on se focalise sur cette version Bandai EX qui vient de sortir. Donc au moment où je suis en train de faire la vidéo, on est en juin 2021. Donc ce qui veut dire qu'entre ces deux versions EX, eh bien, il y a 5 ans de différence. C'est sur ces deux versions EX, bien sûr, que je vais me focaliser pour ce comparatif. Maintenant, je vais quand même évoquer en passant la version classique. Donc ici, pour cela, eh bien, je vais me servir du CTI comme d'habitude que je vais mettre à gauche. On a une version classique qui fait intervenir donc un corps de type G2. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'une des plus anciennes de la gamme, donc ce qui veut dire qu'on n'avait pas encore à ce moment-là les corps de type G3. Ce qui veut dire qu'on a deux inconvénients. Un premier inconvénient, eh bien, ce sont les points d'articulation qui sont hyper visibles et donc qui sont forcément pas très gracieux. Et deuxième inconvénient, c'est que vous voyez qu'il souffre exactement du même mal que le Jabu classique de première génération que j'avais présenté sur la chaîne, à savoir des cuissardes qui malheureusement sont mal taillées pour ce corps-là. Donc c'est-à-dire que soit vous êtes obligé de les remonter excessivement pour qu'elles tiennent en place, c'est ce que j'ai dû faire ici, soit vous décidez de faire ceci, pour cacher donc ce point d'articulation qui n'est pas très esthétique, mais dans ce cas-là, ça veut dire que la pièce, eh bien, vous voyez, elle flotte, ce qui veut dire que vous êtes condamné à faire des posings qui sont assez limités, et puis franchement, en plus, on y perd en conformité, puisque normalement la cuissarde devrait monter bien plus haut sur la cuisse, donc là, c'est un gros problème de ce corps-là. Bon, donc ça, bien entendu, c'est dû à l'ancienneté de la figurine. Maintenant, si on se focalise un petit peu sur quelle est sa conformité par rapport au design, eh bien, on voit qu'il y a au-delà des points d'articulation qui sont visibles, on voit quand même qu'il y a quelques soucis, notamment sur la jambe, puisqu'on a une disproportion entre le bas de la jambe, donc le mollet, et puis la cuisse. Vous voyez que c'est nettement plus gros ici, plus épais ici, qu'au niveau de la cuisse, donc il eût fallu avoir des cuissardes un petit peu plus larges et sans doute des pièces de bas de jambe qui soient un petit peu plus fines. Donc là, ça manque cruellement d'harmonie. Ensuite, au niveau de la ceinture, bon, on va dire qu'il y a un petit problème au niveau de la boucle de ceinture, surtout. Alors pour ce qui est de la ceinture en elle-même, a priori, ça a l'air d'être pas trop mal. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une figurine classique. En revanche, pour la boucle de ceinture, eh bien, vous voyez que les petites pointes ici, normalement, devraient être un petit peu plus longues, et la boucle de ceinture en elle-même devrait être un peu moins large. Pour les bras, j'ai pas grand chose à en dire au niveau de la conformité, la forme elle est pas trop mal respectée, encore une fois, gardons à l'esprit que c'est une figurine de 2005. En revanche, bien entendu, vous avez ici une rupture de coloris entre les mains qui sont de type classique et donc la pièce de l'armure. On a cette rupture du fait que, il s'agit d'une pièce plastique là où on a pour l'avant-bras une pièce métallique, mais aussi deux, à l'époque, on n'avait pas de plaque de main à mettre sur les mains, donc ce qui veut dire qu'on pouvait difficilement avoir la même peinture sur la main que sur la pièce d'armure. Donc maintenant, bien entendu, vous savez que sur les versions classiques, il y a des plaques de main également, ce qui permet de limiter ce problème. Au niveau du plastron, la totalité n'est pas super conforme. On a un avant du plastron qui est malheureusement trop épais, et puis surtout les épaulières qui sont bien trop longues. Vous voyez, je pense que c'est assez clair quand on compare par rapport au CTI. Au niveau de la tête, c'est pas trop mal. Encore une fois, on garde à l'esprit qu'il s'agit d'une figurine classique, donc on reconnaît quand même très bien le personnage. Donc si je devais conclure sur cette version classique, je dirais qu'on avait déjà la première ébauche de ce que va être ensuite ce Seiya EX. Maintenant, elle souffre forcément du temps qui a passé depuis 2005, et ceci se voit bien entendu au niveau de la conformité. Donc on reconnaît le personnage, mais il n'est pas malheureusement très conforme. Donc voilà pour cette version classique, je vais faire un peu place nette pour qu'on puisse se focaliser vraiment sur les deux versions EX. Face à nous, deux versions EX. Donc avant d'évoquer les différences entre les deux, je vais vous parler de la petite statuette d'Athéna. Quand vous regardez cette statuette, et notamment le CTI que je vous mets à gauche, vous vous rendez compte que Bandai a même poussé le détail jusque dans ce petit objet. Petit objet qui n'est malheureusement pas donné avec la version Great Toys. Donc ce qui veut dire que si jamais pour vous c'est un indispensable, déjà ça met la version Great Toy hors jeu. Maintenant, donc si on compare ces deux figurines, premier point de comparaison, c'est un point de comparaison d'ensemble, et puis ensuite on ira dans le détail. Point de comparaison d'ensemble, on ne peut qu'être frappé d'abord de la différence de brillance entre les deux figurines. Alors, ceci est dû sans doute déjà à l'usure du temps, ça me paraît évident, je vous rappelle que celle-ci est de 2016.
mais également sans doute au fait que le métal qui est utilisé par Great Toys est un métal un peu brossé, donc ce qui veut dire que ça lui confère un effet mat que vous n'avez pas sur la figurine Bandai qui a plutôt un effet chromé. Donc ça, c'est une première différence d'ensemble. Une deuxième différence d'ensemble, eh bien, c'est au niveau de la finesse du personnage. Vous voyez qu'on est vraiment frappé par le fait que les pièces ici de l'armure ont l'air d'être ajustées au plus près par rapport au personnage, alors que ici, eh bien, on a des pièces qui sont quand même très très épaisses et qui donnent l'impression de beaucoup de lourdeur. On a ceci, on a enfin une troisième différence d'ensemble, et bien c'est au niveau de la taille que ça se passe. Vous voyez que la version Great Toys est légèrement plus haute que la version Bandai. Donc ça c'est pour les impressions d'ensemble. Maintenant, eh bien, on va regarder la conformité par rapport encore une fois au Setei. On va démarrer donc comme d'habitude par le bas de la figurine. Au niveau de Bandai, eh bien au niveau de la jambe, ben rien à dire en fait, hein. Tout est parfait, vraiment. Quand on regarde par rapport au Setei, alors parfait. Pas totalement, il y a une petite limitation que je vais évoquer, mais quand on compare par rapport au Setei, au niveau de la forme de la jambe, ben, c'est presque identique en fait, hein. La jambe est bien fine, comme il faut. Vous voyez qu'il n'y a pas de jour qui transparaît entre la genouillère, la cuissarde et le bas de la jambe, donc aussi bien au niveau de la forme qu'au niveau des motifs aussi à l'intérieur des pièces, eh bien, le Setei est totalement respecté. Maintenant, pourquoi pas 100% parfait, ben, tout simplement à cause de cette petite rupture hein, qu'il y a entre la pièce plastique du bas et donc la pièce métallique du haut. On a quand même une légère différence de coloris, alors qui est assez discrète, mais qui existe. Donc voilà pourquoi c'est pas imperfect au niveau de la jambe, mais c'est quand même très 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 satisfaisant. Au niveau de Great Toys maintenant, eh bien, on ne peut pas dire tout à fait la même chose, hein. Il y a quand même des problèmes de conformité qui se posent, et aussi, encore une fois, des problèmes d'épaisseur de la pièce. Vous voyez la différence hein, d'épaisseur entre... Alors, sur cet angle-là, je ne sais pas si ça sera énormément visible, mais quand on regarde comme ça sur le côté, alors je vais bouger la main, vous voyez la différence d'épaisseur entre ces deux pièces. Donc il y a ce problème-là d'épaisseur, de trop d'épaisseur, sans doute, sur la version Great Toys, mais au-delà de ça, eh bien, il y a aussi des problèmes de conformité et notamment de proportion qui se posent. Au niveau du bas de la jambe, eh bien, ce bas de jambe a l'air d'être un tout petit peu sous-taillé. Il aurait dû monter encore un peu haut, ce qui, vous voyez, provoque ici un petit jour. La genouillère, en revanche, elle, est surtaillée. Donc on a notamment déjà vu ce problème-là sur les figurines récentes de Great Toys, hein. Ils ont tendance à ne pas respecter vraiment les proportions du design d'origine au niveau des bas de jambes. Ça se retrouve également au niveau de la cuissarde. Vous voyez qu'elle devrait normalement monter un petit peu plus haut, et ici, eh bien, on a une épaisseur qui n'existe pas sur l'armure d'origine. Enfin, en tout cas, pas à ce point-là. Donc ce qui veut dire qu'au niveau de ce bas de jambe, bon, bah, ça reste quand même correct, hein, mais on a quand même pris énormément de liberté par rapport au design. On a aussi une prise de liberté sur le petit aileron hein, derrière, hein, qui devrait être normalement davantage sur le côté. Vous voyez que là, il est plutôt dirigé vers l'arrière. Ça aussi, on l'avait déjà remarqué sur le Yoga V1 de la même marque. Donc au niveau du bas de la figurine, donc, évidemment ici c'est une victoire très très nette pour la Bandai. Au niveau de la ceinture maintenant, eh bien vous avez aussi ce trop d'épaisseur hein, sur la version Great Toys. Sur la version Bandai, bah, là pareil, je n'ai rien à dire, hein, on voit que c'est vraiment très très fidèle. Même la boucle de ceinture que j'évoquais tout à l'heure sur la classique a été très très bien respectée, donc aussi bien au niveau de la taille qu'au niveau des motifs à l'intérieur. Donc rien à dire ici, pour moi c'est imperfect. Par contre pour la Great Toys, eh bien, vous avez une ceinture qui est beaucoup trop épaisse, je pense que ça vous pouvez le voir, et également vous voyez que la boucle de ceinture, eh bien, là aussi Great Toys a pris un peu de liberté, donc les petites pointes ici normalement devraient être plus longues, et ici ça devrait être sans doute un peu moins épais, un peu moins proéminent. Donc ça c'est pour la ceinture. On arrive sur les bras. Alors, du côté de Great Toys, le bras droit est tout à fait correct. Bon, encore une fois, on retrouve une pièce qui est sans doute un peu trop épaisse. Ça se voit énormément ici hein, sur l'attache hein, qui relie la pièce d'armure au bras. Donc, elle est vraiment très 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 visible. C'est un peu moins le cas, vous voyez, sur la version Bandai. Elle est quand même beaucoup plus fine, beaucoup plus discrète. On a aussi une pièce qui est un petit peu moins proéminente par rapport à la version Great Toys.
Donc ça c'est pour le bras droit. Remarquez que, chose importante, par rapport au Setei, vous voyez que la différence de, la chevelure n'est pas dans le même sens. Malheureusement, je ne pouvais pas faire une symétrie axiale comme j'ai pu le faire tout à l'heure sur le comparatif des visages, parce que sinon ça inversait le bras droit et le bras gauche, donc cette pièce-là se serait retrouvée à droite, donc le comparatif n'aurait pas été possible. Donc mettez de côté le fait que la chevelure n'est pas dans le même sens, concentrez-vous surtout sur les éléments d'ensemble, sachant que le comparatif avec les visages, eh bien, je l'ai déjà opéré plus tôt. Donc ici, si on regarde maintenant le bras gauche, eh bien, au niveau du bras gauche, la pièce d'armure est très fidèle, encore une fois, du point de vue de Bandai. Vous voyez que la forme de l'avant-bras est très respectée. Au niveau de Great Toys, eh bien, la forme en elle-même est pas trop mal, même si, vous voyez ici, eh bien, on a une pièce qui, normalement, devrait se terminer de façon un peu plus fine. Globalement, au niveau de la taille, c'est pas trop mal. Maintenant, on a encore aussi un gros problème d'épaisseur de la pièce. En fait, c'est un peu un leitmotiv hein, sur cette figurine Great Toys, c'est comparativement à cette nouvelle figurine Bandai, eh bien, elle fait un peu tank. Et donc forcément, comme la figurine Bandai est très fine, eh bien le contraste apparaît ici très nettement. Maintenant, ce qu'il faut vous dire, c'est que si la figurine Bandai n'était pas là, d'ailleurs c'était le cas pendant de nombreuses années, eh bien les défauts de cette figurine Great Toys passent à l'as, hein. Vraiment, on ne va pas vraiment en être conscient. Et c'est forcément une fois qu'on a le contraste à côté, qu'on se dit « Ah bah oui, effectivement, cette figurine Great Toys prend énormément de liberté avec le design d'origine, et puis surtout manque de finesse. » Donc ce manque de finesse, eh bien, vous l'avez à nouveau au niveau du plastron, hein. Vous voyez que ce bouclier avant, on va appeler ça comme ça, eh bien, est là aussi trop épais, trop proéminent par rapport à la version Bandai qui, elle, est encore une fois taillée au plus juste. On retrouve le même effet au niveau des épaulières. Vous voyez que, en fait, ils ont reproduit le même défaut que Bandai, hein, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment surtaillé ces épaulières, hein, qui sont vraiment trop longues. Chose qui a été bien entendu corrigée par Bandai sur cette version EX donc, qui vient de sortir, et aussi eh bien, ce que j'évoquais tout à l'heure, vous voyez l'articulation ici apparente, alors qu'au niveau de Bandai, eh bien, vous avez un retour métallique ici qui empêche de voir cette articulation. Donc on y gagne bien entendu en esthétique. Ensuite, on arrive donc au niveau du haut du plastron avec ce col hein, qui est malheureusement un peu trop évasé et pas assez montant sur la version Great Toys, donc ce qui laisse apparaître davantage le cou. Vous voyez qu'au niveau de Bandai, eh bien, ce n'est absolument pas le cas, et là encore une fois, on est très conforme à ce qui est à droite, hein. Il n'y a rien à dire. Pour ce qui est du visage, eh ben, je ne vais pas trop m'attarder dessus, puisque ça, je l'ai évoqué dans le détail bien plus tôt quand j'ai fait les comparatifs des visages. Donc, je vous l'ai dit, au niveau de la forme du visage, eh bien, le visage Great Toys pour le bas du visage a l'air d'être un peu plus conforme. Maintenant, c'est le seul secteur où vraiment il est plus conforme que celui de Bandai. Pour tout ce qui est du reste, eh bien, aussi bien au niveau des yeux qu'au niveau du nez, aussi bien au niveau de la chevelure, tout ceci est bien plus conforme sur la version Bandai. Donc ça c'est pour ce qui est de la face avant, donc ben, je pense qu'il n'y a pas vraiment de match ici, hein. C'est une victoire très nette pour la Bandai, aussi bien en termes d'esthétique pure, hein, c'est-à-dire sans même tenir compte du Setei qui est à droite, on a une figurine qui est bien plus jolie ici que ici, qui est plus fine, qui est plus détaillée, qui est plus travaillée, enfin, je pense que c'est assez net. Maintenant, en plus, on y ajoute la conformité, puisque celle-ci n'est pas 100% conforme, c'est le moins qu'on puisse dire. Celle-ci est presque 100% conforme, c'est un haut degré de conformité. Je pense que j'ai pas vu ça depuis le ADCX que j'ai chroniqué sur la chaîne. Donc vraiment un bel effort ici que nous a fait Bandai. Et cette conformité, eh bien, en plus, elle a lieu même sur l'arrière de la figurine, donc ça je vous le montre juste pour le principe d'être totalement complet, mais vous voyez la différence de noblesse entre ces deux figurines, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Vous voyez que ces ailes atrophiées de Pégase, eh bien, ça fait un petit peu méca en fait, hein. Là où ici on a une pièce qui a été totalement retravaillée pour épouser au mieux eh bien, l'esthétique d'ensemble, les épaulières et le plastron. Donc même sur l'arrière de la figurine, eh bien, on a un chaos technique en faveur de Bandai. Donc voilà pour ce qui est de ce comparatif. Je dirais que la version Great Toys a pour elle quand même eh bien, son tarif, hein, puisque même encore maintenant, je pense que vous pouvez la trouver aux alentours de 45 € livraison incluse.
Là où la version Bandai eh bien, coûte dans les 90 €, 90-100 €, facilement même presque 110 € au livret. Donc ça se réfléchit. Maintenant, j'ai envie de dire que le gap entre ces deux figurines est tellement important, en gardant aussi à l'esprit que cette version Bandai eh bien, contient un vrai packaging avec aussi la possibilité de faire la forme objet, la version officielle, une conformité presque à 100% avec le CETEI. Enfin, pour moi, ça se réfléchit même pas. Maintenant, pour les budgets les plus serrés, eh bien, évidemment, la version Great Toys pourra faire le job. Donc voilà pour ce que je peux vous dire au niveau de ce comparatif entre ces deux versions. Donc maintenant, je vais faire le bilan sur cette version Bandai. Alors, je vais juste un peu la rapprocher hein, pour qu'on puisse vraiment bien la voir le temps que j'énonce donc les points positifs et les points négatifs. Bon, il va y avoir énormément plus de points positifs que de négatifs, hein, ça je pense que vous l'aurez compris tout au long de cette review. D'abord, premier point positif, c'est que cette figurine a un haut niveau de conformité par rapport au design de l'animé, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, donc je viens de vous le montrer. Très peu de remarques négatives à faire là-dessus, hein, si ce n'est encore une fois la petite démarcation qu'il y a entre la pièce plastique et la pièce métallique sur le bas, mais globalement, eh bien, c'est quand même très conforme. En plus de ça, eh bien, c'est une très belle figurine. On voit que Bandai ici s'est appliqué aussi bien sur la qualité des visages que sur la ligne d'ensemble, hein, qui est vraiment très fine. On a aussi un prix qui est quand même correct hein, pour une figurine originale, inédite. Elle est presque au prix de la Phoenix Revival hein, que Bandai a sorti il n'y a pas si longtemps. Elle doit coûter 10 € de plus. Donc ce qui fait qu'elle reste quand même abordable, elle est à moins de 100 €, sachant que les versions IX, la plupart du temps maintenant, eh bien, coûtent dans les 110 €, 110-120 € même. Donc ici, Bandai ne s'est pas gavé, entre guillemets, donc ça c'est plutôt louable. Ensuite, on a quand même un bon choix de mains et de visages. On a 5 visages au total, 5 paires de mains, donc c'est vraiment bien, je trouve. On a des figurines parfois qui ont seulement 3 visages, donc ici, on ne peut que se féliciter du fait que Bandai nous donne un peu de variété dans les choix de visages. On a aussi une grande maniabilité de cette figurine qu'on prend vraiment plaisir à manipuler. On peut lui faire pas mal de poses différentes et à chaque fois, eh bien, le résultat est vraiment très satisfaisant. La rigidité, elle n'est pas excellente, mais en tout cas, elle est largement suffisante pour pouvoir vraiment faire tenir la figurine dans la position que l'on a choisie. Enfin, dernier élément, eh bien, on a quand même des innovations techniques sur cette figurine, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les petits retours métalliques au niveau de l'intérieur des épaules. On a aussi cette mèche qui permet vraiment de positionner le diadème de façon plus aisée. Bref, Bandai a fait le job, a vraiment mis les efforts nécessaires pour nous sortir une figurine digne de ce nom. Maintenant, ce n'est pas imperfect, hein, il y a quand même quelques petits inconvénients. Premier inconvénient, c'est qu'il n'y a pas, pour cette figurine, de visage aux yeux fermés, donc ça c'est vraiment dommage parce que il y a tout un éventail de poses qui sont ouvertes par les visages aux yeux fermés, qui malheureusement seront difficiles à atteindre avec des visages avec les yeux ouverts. Donc fort heureusement, les visages sont compatibles. Alors ça c'est un point positif que j'ai oublié d'ailleurs pour cette version, c'est que les visages sont compatibles avec les autres versions de Seiya, donc ce qui veut dire que vous pourrez customiser avec ces visages-là vos anciens Seiya, donc ça je vous l'ai montré dans le comparatif des visages, mais vous pourrez également récupérer les visages de vos autres Seiya, le visage aux yeux fermés, pour pouvoir customiser celui-ci, si jamais vraiment vous voulez avoir une position très solennelle. Donc la compatibilité des visages est un plus. Maintenant, le fait est que si vous possédez uniquement cette figurine là, eh bien l'absence du visage aux yeux fermés pourrait être un manque pour vous. Deuxième point négatif, eh bien c'est la radinerie dont fait preuve Bandai quand ils nous fournissent qu'un jeu de protège-main. Ça coûte pas grand chose, ça coûterait pas grand chose à Bandai de nous en mettre 2 jeux, et en plus ça rendrait service aux collectionneurs qui viendraient à en perdre un. Donc ça serait bien que Bandai nous remette ces 2 jeux dans les figurines à venir. Dernier point, entre guillemets négatif, eh bien, c'est que ce visage-là n'est pas encore le visage parfait de Seiya. Alors pas parfait du point de vue de sa conformité, j'entends. Le visage en lui-même est parfait du point de vue de son esthétique, il est très fin, donc ça je l'ai évoqué lors du comparatif des visages, mais il n'est pas encore la copie parfaite du visage qu'arbore Seiya dans la série, du fait de trop de finesse qui lui supprime un petit peu ce côté un peu bourru du personnage.
Donc voilà pour ce qui est des minimes points négatifs. Maintenant, de toute façon, il y a tellement plus de points positifs et surtout les points positifs sont tellement plus importants que les minimes points négatifs que je viens d'évoquer que, bah, il y a même pas à réfléchir, hein. Si vous collectionnez les produits IX Saint Seiya, eh bien, cette figurine est indispensable pour vous et je vous en conseille vraiment l'achat. Donc voilà pour ce qui est de cette review de ce Seiya V3 IX de chez Bandai. Donc j'espère que vous l'avez apprécié et qu'elle vous aura renseigné sur cette figurine. Si c'est le cas, si vous avez trouvé cette review utile, eh bien je vous encourage à la rétribuer du petit pouce bleu et de passer par la case commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire vos réactions. Je vous encourage également à aller jeter un petit coup d'œil sur les chaînes de mes camarades youtubeurs dont le lien est dans la playlist que j'ai créée pendant le générique. Je vous encourage surtout aussi à vous réabonner à la nouvelle chaîne Nebulaire, hein, puisque celui-ci fait son grand retour, donc ça serait bien de lui apporter votre soutien. Nous concernant, eh bien, on se retrouvera très bientôt pour une autre review, et d'ici là, donc, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.